Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandes Lignes dans la série sur l'économie africaine 2026, une publication coéditée par les éditions La Découverte et l'Agence française de développement. L'ouvrage se penche, entre autres, sur un des défis majeurs du XXIe siècle, l'adaptation au changement climatique en Afrique. On en parle beaucoup, mais on oublie souvent une réalité essentielle. L'Afrique contribue très peu aux émissions mondiales et pourtant, elle est l'une des régions les plus exposées aux effets du changement climatique. Hausse des températures, sécheresse, inondations, érosion côtière, ces phénomènes mettent sous pression l'agriculture, la santé, les villes, mais aussi les économies qui doivent faire face à une croissance démographique rapide. Grandes Lignes, le podcast de la recherche sur le développement. Alors, comment mieux comprendre les risques, comment planifier l'adaptation au niveau national et local et surtout comment financer cette adaptation quand le déficit dépasse déjà 18 milliards de dollars chaque année. Pour comprendre d'abord pourquoi l'Afrique doit s'adapter en priorité, Christophe Buffet, chercheur à l'AFD, spécialiste de l'adaptation et qui est surtout le co-auteur du chapitre sur l'adaptation au changement climatique de l'Afrique dans cette 7e édition de l'économie africaine, nous fournit son éclairage tant sur les raisons que sur les solutions propres au continent. L'Afrique est un continent énorme et qui recouvre des réalités, des contextes très différents. Donc ça reste toujours très difficile de dresser un tableau complet de l'Afrique. Néanmoins, un chiffre assez marquant est le fait que le continent africain est émetteur à seulement 3,7% des émissions de gaz à effet de serre global, d'après l'Agence internationale de l'énergie, et donc à ce titre est peu responsable des impacts du changement climatique. Mais par contre, l'Afrique est très vulnérable et très exposée au changement climatique, donc c'est deux notions différentes. Exposée dans le sens où les aléas frapper et frappent déjà l'Afrique de manière conséquente, et vulnérable, la vulnérabilité des sociétés elles-mêmes et des infrastructures face à ces impacts. Le changement climatique, c'est un multiplicateur de menaces. En termes d'agriculture, bien sûr, l'agriculture va être fortement impactée par le changement climatique. Comme c'est un secteur qui pèse entre 55 et 62% des emplois, la productivité agricole va impacter, la réduction de cette productivité va à la fois impacter les petits agriculteurs avec des rendements inférieurs, mais aussi du temps de travail inférieur, puisque les vagues de chaleur vont empêcher littéralement les personnes de travailler dans les champs. Ça va impacter également la sécurité alimentaire, avec des exemples déjà observés. Par exemple, ces dernières années, l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, soit 27 millions de personnes ont été affectées par une insécurité alimentaire aiguë du fait de sécheresses prolongées. Cette malnutrition, elle impacte durablement les sociétés. On a constaté, par exemple, à Madagascar, qu'après 4 années de sécheresse, on peut mesurer des retards de croissance chez les enfants. On peut mesurer de l'absentéisme scolaire, donc qui va impacter après l'ensemble de la société pendant des dizaines d'années. Et aussi un surcroît de travail infantile. Alors c'est important effectivement de bien lier, de faire une hybridation entre les savoirs scientifiques qui restent indispensables pour bien appréhender les impacts du changement climatique et les savoirs locaux qui permettent un meilleur ancrage local. Par exemple, en Côte d'Ivoire, l'observation de colonnes de fourmis magnans ou des nids d'oiseaux tisserins ou la floraison de certains arbres vont être autant d'indices de pluviosité à différentes échéances. Donc ça va vraiment compléter les prévisions météo à une échelle très fine, à l'échelle qui intéresse particulièrement les agriculteurs. La question se pose de comment on peut essayer d'éviter cette maladaptation, essayer d'établir des dispositifs pour mettre en dialogue les différentes parties prenantes, pour essayer de co-construire des solutions d'adaptation qui vont pouvoir bénéficier au plus grand nombre, et ce, à différentes échelles de temps. Pour encore mieux comprendre Madeleine Diouf-Sarr, biologiste et ingénieure environnementaliste, qui est directrice du changement climatique, de la transition écologique et du financement vert au Sénégal, et figure majeure des politiques d'adaptation sur le continent, qui a coécrit le chapitre avec Christophe Buffet, nous partage son analyse depuis le Sénégal. Il y a de l'urgence à agir parce que il faut construire la résilience
éviter réellement que les pays comprennent réellement ce phénomène, même s'ils ne sont pas responsables, et ils puissent l'internaliser dans leur planification. Et l'adaptation, pour en parler, il y a ce qu'on appelle le cycle de l'adaptation. Il faut connaître sa vulnérabilité. Également tout un enjeu à développer d'autres types de sciences de manière beaucoup plus hybride, avec les décideurs aussi, avec les communautés, et notamment autour des sciences humaines et sociales, avec des organisations ou des types de savoirs qu'on va appeler aux frontières, les boundary organizations. Après la compréhension, comment les pays africains passent-ils à l'action? On a vu que les politiques de planification nationale et d'adaptation sont en pleine explosion. En effet, 53 pays africains se sont dotés d'une stratégie en ce sens. Nous allons découvrir avec nos experts donc les bonnes pratiques de planification déjà mises en place en Afrique et qui pourraient même inspirer les pays du Nord, mais aussi les obstacles auxquels les pays font face pour les mettre en œuvre. Il faut passer à la mise en œuvre de ces plans nationaux d'adaptation. Et c'est là aussi on a les mécanismes financiers de la Convention de l'accord de Paris, le Fonds mondial pour l'environnement. Il y a eu les premiers financements sur l'adaptation ont été faits avec les pays les moins avancés, le fonds PMA qu'on appelle LDCF, sous le FEM, qui accompagne les pays avec des allocations que les pays ont à chaque cycle pour exécuter des projets d'adaptation. Vous avez aussi le mécanisme du fonds d'adaptation avec issu de l'accord du protocole de Kyoto, le marché carbone, qui est également quand même un instrument de solidarité qui est alimenté par le marché carbone, qui finance de l'adaptation. Et vous avez le dernier mécanisme sur l'adaptation qui est le fonds vert, qui finance à la fois l'adaptation et l'atténuation avec les mêmes auteurs 50-50. J'adhère à ce qu'a dit Christophe. C'est vrai que la dimension scientifique et les informations climatiques ne sont pas les seules. Il y a aussi la dimension sociale, il y a la dimension du contexte culturel d'un pays. Donc tout cela, c'est ça qui fait la solution d'adaptation. Et cette solution d'adaptation, il faut la mettre à l'échelle. Si je prends au Sénégal, je crois que je peux dire, maintenant, on a ce qu'on appelle les haricots qui commencent à être beaucoup plus utilisés, beaucoup plus cultivés, comme le pastèque qui commence à être beaucoup plus cultivé que le mil ou l'arachide, parce que tout simplement, les déficits hydriques, les hausses de température font qu'on est obligé d'aller vers des variétés de production beaucoup plus adaptées aux événements climatiques que nous connaissons. Le Global Center for Adaptation recense 7 pays, notamment dont le Sénégal, la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud. Alors, ce qui est identifié comme bonne pratique, c'est d'avoir dans son plan national d'adaptation ou ces structures d'adaptation des mandats clairs des institutions, des priorités sectorielles bien identifiées, des objectifs spécifiques, un chiffrage des coûts, des calendriers de réalisation, et puis vraiment insister sur la gouvernance et notamment sur le dialogue entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances, qu'on a peut-être parfois négligé précédemment, mais qui joue un rôle clé, un rôle central dans l'allocation des ressources, dans la priorisation des actions. L'autre exercice, c'est aussi que ça soit pas seulement sectoriel, c'est impliquer les collectivités territoriales, le niveau local, pour que ce niveau local aussi participe à ce dispositif. Parce que, quoi qu'on dise, l'action va se faire au niveau local, l'impact va se sentir au niveau local. Donc, comment également, en tout cas, créer cette implication, cette appropriation du niveau local dans la trajectoire. Avoir une loi climat permet de créer la coordination, en tout cas de la rendre beaucoup plus fluide, puisque basée sur des textes juridiques. Et je pense que c'est une appropriation que beaucoup de pays, en tout cas c'est un modèle que beaucoup de pays sont en train de suivre en Afrique. Ce système de suivi, évaluation et apprentissage que le Sénégal met en œuvre
avec l'appui notamment d'adaptation. Il serait à partager sans doute en France plus profondément, puisqu'à ma connaissance, ce qu'on appelle le PNAC 3, donc le Plan national d'adaptation au changement climatique 3, ne comporte pas encore d'indicateurs de mise en œuvre. Donc il y a ce flux de savoir sud-nord qui serait à renforcer. C'était d'ailleurs en fait l'une des conclusions du rapport de la Cour des comptes sur l'adaptation en 2024, qui avait un volet dédié à l'AFD. Et la toute dernière recommandation, la toute dernière des 3 recommandations auprès de l'AFD, c'était justement de faire profiter maintenant le territoire français, les Outre-mer, de cette expérience qui a été acquise avec les pays qui ont été déjà exposés au changement climatique et qu'on a accompagnés. Un deuxième exemple serait sur la Tunisie. Là également avec Adaptation, on avait accompagné la stratégie de réutilisation des eaux usées. Et c'est probablement une stratégie et des pratiques sur lesquelles tout le pourtour méditerranéen sud est largement en avance par rapport à nos pratiques et nos stratégies du côté nord de la Méditerranée. Je pense que le sud de la France serait sans doute très intéressé par ces échanges de stratégies et de pratiques. Donc après avoir compris, établi des stratégies et des plans d'adaptation, une question cruciale demeure: comment investir et surtout financer pour assurer la résilience des pays africains au changement climatique? Vers quel type de financement et d'action faut-il aller? Même si la progression des financements est indéniable, le gap reste énorme avec des besoins estimés à 62 milliards par an et probablement le double des besoins plus accrus encore dans les pays les plus vulnérables qui ne reçoivent que 11% des fonds disponibles. Pourtant, des solutions d'investissement locaux, nationaux et internationaux existent, comme le soulignent nos auteurs. Ce qu'on peut noter de manière générale, c'est que les coûts sont exponentiels. Et à l'inverse, les financements évoluent plutôt de manière linéaire, avec une augmentation ces dernières années, mais qui reste insuffisante par rapport aux besoins. Moi, j'ai à la fois un déficit de financement par rapport aux besoins, mais il y a aussi une allocation qui n'est pas optimale. Il y a vraiment un décalage entre le volume de financement et les besoins et l'allocation qui devrait aller beaucoup plus vers les pays les plus vulnérables. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette allocation inéquitable? Alors c'est souvent lié à la géopolitique de l'aide, c'est lié aux capacités d'absorption de ces pays, et c'est aussi lié, on en a parlé tout à l'heure, à la difficulté d'accès au financement, aux fonds multilatéraux, avec des exigences notamment de données historiques climatiques qui peuvent être difficiles à satisfaire, ou simplement l'élaboration de dossiers extrêmement complexes et pour lesquels tous ces pays n'ont pas forcément les capacités. Investir $1 ou €1 dans l'adaptation ou la réduction des risques de catastrophe, ça produit une économie de 3 à 12 € à terme, suivant les études, suivant les contextes. Donc ça vaut la peine, c'est un bon investissement d'investir dans l'adaptation. Néanmoins, effectivement, ce qui gêne souvent, c'est que le retour sur investissement, il va être dans la durée. Donc, il y a une difficulté souvent à investir dès maintenant pour des bénéfices futurs. Il faudrait investir plus, mais aussi investir différemment. Et notamment, ils encouragent les institutions telles que l'AFD, les banques multilatérales de développement et les fonds climat à prendre eux-mêmes plus de risques et entre guillemets à dérisquer le secteur privé et les banques nationales au travers de garanties, de financement de primes, de partage de risques, pour par exemple financer des systèmes d'irrigation ou des financements de primes d'assurance climatique. Donc, pour conclure cet échange, nos experts adressent un message à envoyer aux dirigeants africains et internationaux sur l'adaptation. De mon côté, je voulais souligner l'importance d'investir dans l'éducation, dans la formation, dans le renforcement de capacités. Ça va être crucial depuis l'école de base jusqu'à l'université. Il y a déjà des exemples très très intéressants qui existent, depuis l'Office for Climate Education jusqu'à des consortiums d'universités, le réseau LUC, LU3C, qui comprend 13 universités en Afrique,
Il faut amplifier en fait ces mouvements-là pour faire émerger les futurs citoyens, entrepreneurs, décideurs scientifiques qui vont être capables de porter des trajectoires de résilience à toutes les échelles, que ce soit au niveau national, au niveau des collectivités, au niveau des communautés. Puis j'ai dit citoyens, entrepreneurs, décideurs scientifiques, on peut le décliner aussi au féminin, des citoyennes, des entrepreneurs, des décideuses, des scientifiques, pour contribuer à ces trajectoires résilientes. Et avec un deuxième message qui est que on s'aperçoit que les progrès de l'adaptation et les projets d'adaptation qu'on fait sont déjà intéressants. Néanmoins, les impacts ils vont être d'une telle ampleur qu'on va devoir passer à une autre échelle, et notamment à de l'adaptation qu'on appelle transformationnelle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste rajouter quelques centimètres à une digue, mais vraiment reconfigurer des territoires entiers. On n'aura pas le choix. Je dirais investir dans l'adaptation, c'est investir dans notre futur, le futur de l'Afrique. Cela requiert davantage de financement accessible et de qualité. Et comme l'a dit aussi, c'est du learning by doing. En tout cas, créer cette capacité d'apprentissage au niveau des pays africains est fondamental. Merci à Madeleine Diouf-Sarr et Christophe Buffet pour leur éclairage extrêmement précieux sur les enjeux écologiques et économiques du continent. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que l'adaptation en Afrique n'est pas une option, mais une condition de développement. Vous retrouverez dans la description de l'épisode le lien pour vous procurer l'ouvrage L'économie africaine 2026 dans son intégralité et avoir accès très vite à la version en libre accès de l'économie africaine 2025. C'était Grande Ligne, un podcast des éditions AFD créé par Elsa Murat, produit et réalisé par Étienne Charrière avec Niwin, montage Éric Thauvin et au micro Sabrina Adjadjaoul qui vous dit à très bientôt sur vos plateformes d'écoute favorites.